Au cœur de l'Union soviétique, sous le vernis d'un ordre socialiste rigide et d'un contrôle étatique omniprésent, une ombre s'étirait, insaisissable et mortelle. Elle hantait les lieux de passage, les gares ferroviaires grises et impersonnelles de Rostov-sur-le-Don, où le flot continu de voyageurs offrait un anonymat parfait. C'est dans ce décor de béton et d'acier, parmi les visages fatigués et les annonces crépitantes, qu'un prédateur trouvait son terrain de chasse. Il se déplaçait avec la banalité d'un citoyen ordinaire, un fantôme dans la machine, profitant de la confiance éphémère que l'on accorde à un inconnu serviable. Personne ne pouvait alors imaginer que ces gares, symboles du progrès et de la connexion, allèrent devenir les portails vers un enfer inimaginable, le point de départ d'un voyage sans retour pour des dizaines d'innocents, engloutis par le silence et l'indifférence d'un système qui se voulait infaillible. La terreur ne se révélait que bien plus tard, dans le silence des forêts denses qui ceinturent la ville. Les ceintures forestières, conçues comme des poumons verts pour l'industrie. C'est là que les corps étaient retrouvés, souvent par hasard, des mois après leur disparition. Les scènes de crime défiaient toute logique et toute humanité, plongeant les enquêteurs locaux, la militia, dans un abîme de perplexité et d'horreur. Les victimes, principalement des enfants, des adolescents et de jeunes femmes, étaient découvertes dans un état de mutilation effroyable. La sauvagerie était telle, la violence si extrême et si personnelle, que les autorités, peu habituées à une telle déviance, ont d'abord refusé de croire à l'œuvre d'un seul homme. C'était une anomalie, une aberration qui ne pouvait exister dans leur société. Ils cherchaient des gangs, des cultes, n'importe quelle explication rationnelle, ignorant que le mal avait un visage unique et terriblement ordinaire. Ainsi commençait la terrifiante saga d'Andrei Tchikatilo, l'homme qui allait être surnommé le boucher de Rostov ou l'éventreur de la forêt rouge. Pendant plus d'une décennie, il a mené une double vie, se dissimulant derrière le masque d'un mari, d'un père et d'un membre respecté du Parti communiste, tout en commettant des actes d'une cruauté insondable. Son histoire n'est pas seulement celle du plus grand tueur en série de l'histoire soviétique, c'est aussi le récit d'un système qui, en niant l'existence du mal en son sein, a permis à un monstre de prospérer. Comment, dans la nation la plus surveillée du monde, un seul homme a-t-il pu assassiner plus de 50 personnes sans être identifié pendant 12 ans? Cette question lancinante est le point de départ d'une plongée dans les ténèbres de l'âme humaine et les failles béantes d'une utopie brisée. Pour comprendre le monstre, il faut d'abord exhumer l'enfant. Andrei Tchikatilo est né en 1936, dans le village ukrainien de Yablouchne, au plus fort de l'Holodomor, la grande famine orchestrée qui a dévasté le pays. Sa première expérience du monde fut celle du manque, du froid et d'une faim si terrible qu'elle poussait les hommes à l'impensable. Sa mère lui racontait souvent une histoire qui allait infuser toute son existence d'une horreur primitive, celle de son frère aîné, Stepan, qui aurait été capturé et dévoré par des voisins affamés. Bien que jamais prouvée, cette narration macabre, qu'elle soit réelle ou un traumatisme maternel projeté, a planté dans l'esprit du jeune Andrei la graine d'un monde sans pitié, où la survie justifiait la barbarie et où le corps humain n'était qu'une simple enveloppe fragile, une simple viande. Les traumatismes de l'enfance ne se sont pas limités à la faim. André était un enfant frêle, souffrant d'énurésie nocturne chronique, une condition qui lui valut des humiliations constantes et des corrections brutales de la part de sa mère. Chaque matin humide de honte était suivi d'une punition qui gravait en lui un sentiment profond d'indignité et de saleté. En grandissant, cette perception de soi comme étant défectueux fut exacerbée par une autre affliction, plus secrète et plus dévastatrice pour son identité d'homme. Une dysfonction érectile chronique. Dans la culture soviétique virile, cette incapacité à accomplir l'acte sexuel normalement était la marque ultime de l'échec. Les moqueries subies, réelles ou imaginées, ont creusé un fossé de frustration et de rage impuissante, le convainquant qu'il était une anomalie, un paria exclu des plaisirs et des rituels fondamentaux de la vie adulte. C'est dans cet abîme de frustration sexuelle que sa psyché a opéré une torsion monstrueuse. Incapable de trouver la satisfaction par des moyens conventionnels, Tchikatilo a découvert une autre voie, une déviation macabre, où la violence et le désir sexuel ont fusionné en une seule et même impulsion. L'acte de poignarder, la pénétration de la lame dans la chair, est devenu pour lui le substitut de l'acte sexuel, et l'agonie de ses victimes, le catalyseur de son orgasme. Le couteau n'était plus un simple outil,
mais une extension de lui-même, le seul instrument capable de lui procurer un sentiment de puissance et de libération. Chaque meurtre était une tentative désespérée de consommer un désir perverti, où la destruction de l'autre était l'unique moyen d'affirmer sa propre existence et d'atteindre un plaisir que son corps lui refusait autrement. Pourtant, à la surface, rien ne laissait transparaître la bête qui sommeillait en lui. André Tchikatilo était l'incarnation déconcertante de la normalité soviétique. Membre zélé du Parti communiste, il participait aux réunions et adhérait publiquement à l'idéologie. Il était marié à une femme, Faïna, qui lui a donné 2 enfants, un fils et une fille. Il menait une carrière respectable, d'abord comme enseignant, puis comme employé dans un bureau d'approvisionnement, un travail qui lui offrait la couverture parfaite pour ses nombreux déplacements. Cette dualité était sa plus grande arme. Pour ses voisins, ses collègues et même sa propre famille, il n'était qu'un homme un peu maladroit, socialement effacé, mais inoffensif. Personne ne pouvait imaginer que derrière le visage banal de ce bureaucrate se cachait un prédateur calculant froidement ses prochains déplacements, utilisant sa mallette de fonctionnaire pour dissimuler ses outils de mort. Ses victimes étaient le reflet de sa propre perception de lui-même, des êtres en marge, jugés sans importance par la société. Tchikatilo ne chassait pas les puissants, mais les plus vulnérables, ceux dont la disparition ne provoquerait pas d'alerte immédiate. Il parcourait les gares et les arrêts de bus, scrutant la foule à la recherche de proies faciles, des jeunes fugueurs, des enfants livrés à eux-mêmes, des prostituées, des personnes souffrant de handicaps mentaux. C'étaient les âmes perdues du système, des individus que sa posture d'homme d'âge mûr et d'apparence respectable mettait en confiance. Il leur offrait de l'alcool, quelques roubles, ou simplement la promesse d'un chemin plus court pour rentrer chez eux à travers les bois. Ces victimes n'étaient pas de simples noms sur une liste. Elles étaient des espoirs brisés, des rêves interrompus, des vies effacées par un homme qui voyait en leur fragilité le miroir de sa propre impuissance. Tout a commencé par une pulsion solitaire en 1978. La victime, Yelena Zakotnova, âgée de 9 ans, est devenue la première note d'une symphonie macabre. Pour Andrei Tchikatilo, cet acte n'était pas encore le geste calculé d'un prédateur expérimenté, mais plutôt l'explosion chaotique d'années de frustration refoulées. Il l'a attiré loin des regards, dans une cabane abandonnée, et c'est là, dans la pénombre poussiéreuse, qu'il a fait une découverte qui allait sceller son destin et celui de dizaines d'autres. En la poignardant, il a ressenti une vague de plaisir sexuel intense, un orgasme qu'il n'avait jamais pu atteindre autrement. Ce moment a été une révélation terrifiante. La violence était la clé. Le meurtre de cet enfant n'était pas seulement un crime, c'était la naissance d'un rituel, l'établissement d'un lien indissociable entre le sang et la jouissance, une équation monstrueuse qui allait régir le reste de sa vie. Après ce premier meurtre, Tchikatilo est resté silencieux pendant près de 3 ans, une période de dormance où la bête semblait s'être assoupie. Mais en 1981, les pulsions sont revenues, plus fortes et plus insatiables. C'est le début d'une escalade sanglante. Il a commencé à chasser de manière plus systématique, affinant sa méthode. Ses terrains de prédilection étaient les environs des gares et des axes routiers, là où le va-et-vient constant de personnes vulnérables lui offrait un approvisionnement inépuisable en proie. Durant cette période, les meurtres étaient encore traités par la militia comme des cas isolés et sans lien apparent. Une prostituée retrouvée dans un fossé, un adolescent fugueur abandonné dans un bois. Cette fragmentation de l'enquête était une bénédiction pour Tchikatilo, lui permettant d'opérer sous le radar, chaque crime le rendant plus audacieux, persuadé de son invisibilité. Ce n'est qu'en 1983 que les enquêteurs ont commencé à assembler les pièces du puzzle macabre. Le nombre de corps découverts dans des conditions similaires, dans les mêmes zones boisées, près des voies ferrées, est devenu trop important pour être ignoré. Les mutilations horribles, souvent ciblées sur les yeux et les organes génitaux, ainsi que les traces de morsures, signalaient l'œuvre d'un seul et même sadique. Face à cette hécatombe, une unité spéciale fut créée sous la direction de l'enquêteur Viktor Bourakov. Ils ont baptisé l'affaire Opération Lesopoloza, Opération Ceinture forestière. Mais l'équipe faisait face à un défi immense. Ils chassaient un tueur en série, un concept quasi inexistant dans la criminologie soviétique, considéré comme une pathologie purement capitaliste. Ils avançaient à l'aveugle dans un brouillard idéologique et technique. En 1984, l'enquête a connu ce qui aurait dû être sa plus grande percée, mais qui s'est transformée en son plus tragique échec.
Andrei Chikatilo fut arrêté pour un vol mineur dans une gare routière de Rostov. Son apparence et son comportement correspondaient vaguement au profil émergent du tueur. Un échantillon de son sang fut prélevé pour être comparé au sperme retrouvé sur plusieurs victimes. L'espoir était immense au sein de l'équipe de Burakov. Ils pensaient enfin tenir leur homme, mais le résultat du laboratoire fut un coup de massue. Le groupe sanguin de Chikatilo, AB, ne correspondait pas à celui du sperme, A. Les scientifiques de l'époque ignoraient une anomalie biologique rare qui pouvait expliquer cette divergence. Sur la base de cette preuve jugée irréfutable, Chikatilo fut relâché. La science venait, par erreur, d'offrir 6 années de liberté supplémentaires au monstre. Libéré et se sentant désormais invincible, presque protégé par une force supérieure, Chikatilo a plongé dans sa période la plus meurtrière et la plus frénétique. Entre 1985 et 1990, il a commis la majorité de ses crimes, chaque attaque surpassant la précédente en brutalité. Il voyageait à travers l'Union soviétique, de la Russie à l'Ukraine, en passant par l'Ouzbékistan, laissant une traînée de corps dans son sillage et semant la panique. Pour les enquêteurs, c'était une période de désespoir absolu. Des opérations de surveillance massives étaient lancées. Des milliers de policiers et de volontaires du parti patrouillait dans les gares, contrôlant les papiers de millions de personnes. Mais Chikatilo, avec son air de fonctionnaire fatigué et sa mallette, passait à travers toutes les mailles du filet. Il était le citoyen moyen, le visage dans la foule, l'incarnation même de l'anonymat. Alors que l'enquête semblait au point mort, une nouvelle figure a pris de l'importance, apportant une énergie nouvelle à cette chasse à l'homme désespéré. Le détective Issa Kostoev, un homme à la réputation tenace, a rejoint l'équipe et a rapidement centralisé les efforts. Contrairement aux approches précédentes, souvent chaotiques, Kostoev a imposé une stratégie méthodique, se concentrant sur une surveillance discrète mais intensive des gares et des arrêts de bus, identifiés comme les terrains de chasse principaux du tueur. Il a fait pression sur la hiérarchie pour obtenir plus de ressources et a insisté sur la nécessité de profiler psychologiquement le tueur, une approche encore novatrice. Lentement, presque imperceptiblement, le filet a commencé à se resserrer autour d'un fantôme qui ignorait que ses habitudes et ses rituels étaient qu'à désormais scrutés à la loupe. Le 20 novembre 1990, l'arrogance de Chikatilo a finalement causé sa perte. Alors qu'il sortait d'une zone boisée près d'une gare, son allure suspecte et sa démarche pressée ont attiré l'attention d'un sergent de police en patrouille. Ce n'était qu'un contrôle de routine, un parmi des milliers, mais cette fois-ci fut la bonne. Le policier a remarqué des taches de sang sur son visage et ses mains, que Chikatilo a maladroitement tenté de justifier. En inspectant sa mallette, l'officier a découvert un grand couteau, une corde et un pot de vaseline. Ce n'était pas la preuve irréfutable d'un meurtre, mais la conjonction de ces éléments, du lieu et de l'attitude de Chikatilo, était trop suspecte pour être ignorée. Après 12 ans de terreur, le boucher de Rostov était enfin arrêté, non pas par une expertise scientifique complexe, mais par l'instinct et la vigilance d'un simple policier de terrain. Une fois en garde à vue, Andrei Chikatilo s'est enfermé derrière un mur de déni. Il a activé le personnage qu'il jouait depuis des décennies, celui du citoyen soviétique exemplaire, du père de famille et du communiste loyal, injustement accusé par un État policier zélé. Pendant plusieurs jours, il a résisté aux interrogatoires menés par les meilleurs enquêteurs. Il niait tout en bloc, se plaignant, pleurant parfois, jouant la comédie de l'innocence outragée avec une conviction déconcertante. Les enquêteurs étaient collés dans une impasse. Ils avaient la certitude d'avoir attrapé le monstre, mais sans aveu, leur dossier reposait sur des preuves circonstancielles fragiles. La traque physique était terminée, mais une bataille bien plus complexe, une guerre psychologique pour briser la carapace du tueur, ne faisait que commencer. La tension la plus insidieuse est celle qui précède l'acte. Il faut s'imaginer Chikatilo, assis sur un banc usé de la gare de Rostov, un homme quelconque se fondant dans le décor. Ses yeux, cependant, ne sont pas passifs. Il balaye la foule avec une concentration de prédateurs. Il n'est pas à la recherche d'un visage, mais d'une posture, d'un signe de faiblesse. L'odeur de charbon et de métal froid emplit ses narines. Le grincement des wagons sur les rails rythme sa patience. Soudain, son regard se fixe. Un jeune adolescent, les épaules voûtées, le regard perdu. Il est seul. Le cœur de Chikatilo ne s'accélère pas. Au contraire, un calme glacial s'installe en lui. Il se lève, ajuste sa cravate, esquisse un sourire paternel et commence sa lente marche d'approche.
Pour le reste du monde, c'est un homme bienveillant qui s'apprête à aider un jeune en difficulté. Pour nous, c'est le début d'une horreur inéluctable. Le suspense se niche aussi dans les occasions manquées, ces moments où le destin a hésité. À plusieurs reprises, Chikatilo a frôlé la capture. On peut l'imaginer. Une nuit d'automne, guidant une jeune femme vers un sentier forestier sous un prétexte fallacieux. Les feuilles mortes craquent sous leurs pas. Soudain, le faisceau d'une lampe torche, balaie les arbres. Une patrouille de la militia. Le souffle de Chikatilo se coupe. Il sent la main de la jeune femme se crisper sur son bras. Il se tourne, le visage composé en un masque de parfaite normalité. « Bonsoir, officier. Je raccompagne simplement ma nièce. Elle a raté son bus. » Les policiers l'observent, scrutent la jeune femme intimidée, puis échangent un regard. Un instant de silence, suspendu dans l'air froid de la nuit, un instant où tout aurait pu basculer. Puis, un hochement de tête. Circulez. La patrouille s'éloigne, et avec elle, le dernier espoir de la victime. La tension n'est pas seulement du côté du criminel, elle ronge également ceux qui le traquent. Dans le bureau de l'enquêteur Issa Kostoev, les nuits sont longues et saturées de l'odeur de café froid et de fumée de cigarettes. Les murs sont tapissés de cartes de la région, ponctuées de punaises rouges marquant chaque lieu de découverte macabre. Autour de lui, les visages des victimes le fixent depuis des photographies en noir et blanc, des sourires figés, des regards pleins d'une vie qui n'est plus. Kostoev repasse en boucle les maigres indices, les témoignages contradictoires, les impasses. Chaque nouveau rapport est une nouvelle déception. Le silence du bureau n'est rompu que par le bruit de ses propres pensées, un tourbillon de frustration et d'impuissance. Il est hanté par une question lancinante qui le prive de sommeil. Comment un fantôme peut-il saigner autant? Même dans le foyer des Chikatilo, un suspense domestique et silencieux pouvait s'installer. Faïna, son épouse, vivait-elle réellement dans une ignorance totale? Imaginons une scène. Andrei rentre tard. Encore une fois, il y a de la boue sur ses chaussures, une éraflure sur sa joue. Il sent la terre humide et quelque chose d'autre, une odeur métallique et douceâtre qu'il tente de masquer. Elle lui demande où il était. Il répond sèchement, parle d'heures supplémentaires, d'un problème avec un camion de livraison. Mais ses yeux fuient les siens. Plus tard, en lavant son pantalon, elle découvre une tache sombre qui ne part pas, une rigidité anormale dans le tissu. Un doute terrible, une pensée trop monstrueuse pour être formulée, traverse son esprit. Elle choisit de ne pas poser plus de questions, de ne pas voir. La tension naît de ce déni, de cette vérité qui flotte entre eux, invisible mais suffocante. Le point de rupture de cette tension psychologique arrive après l'arrestation de Chikatilo, dans la salle d'interrogatoire stérile. Les enquêteurs se heurtent à son mur de dénégation. Il crie, menace, implore, mais rien n'y fait. L'affaire est sur le point de s'effondrer. C'est alors qu'un homme entre dans la pièce, apportant avec lui un silence et une méthode radicalement différents. Le docteur Alexandre Boukhanovski, psychiatre. Il ne porte pas d'uniforme. Son regard n'est pas accusateur, mais analytique. Il s'assied, non pas comme un adversaire, mais comme un confesseur. Il commence à parler à Chikatilo, non pas de meurtre, mais de son enfant, de sa honte, de sa douleur. Le suspense change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si Chikatilo sera démasqué, mais de savoir si cet homme de science parviendra à trouver la fissure dans l'armure du monstre pour y faire entrer la lumière de la vérité. La question la plus troublante que pose le cas Chikatilo est celle de sa dualité. Comment un homme pouvait-il assister à des réunions du Parti communiste, discuter de plans quinquennaux et de la gloire du socialisme, pour ensuite, quelques heures plus tard, traquer et démembrer un enfant dans les bois? Cette capacité à compartimenter sa vie n'était pas un simple masque, mais une fracture psychologique profonde. Il existait deux Andrei Chikatilo. Le premier était le citoyen médiocre, le mari impuissant, l'employé frustré, un homme accablé par un sentiment d'échec permanent. Le second était le prédateur, une entité qui ne prenait vie que dans l'acte de tuer. Dans ce rôle, il n'était plus faible, il était tout-puissant, un dieu décidant de la vie et de la mort, trouvant dans la terreur de ses victimes la validation et le pouvoir que sa vie ordinaire lui refusait. Cette dissociation lui a permis de naviguer entre ces deux mondes sans jamais les laisser entrer en collision, préservant sa façade de normalité. Le système soviétique lui-même a joué un rôle de complice involontaire dans cette tragédie. L'idéologie officielle refusait d'admettre que des phénomènes tels que les tueurs en série,
perçue comme une décadence capitaliste, puissent exister dans une société socialiste prétendument saine et harmonieuse. Cette négation idéologique a eu des conséquences désastreuses sur l'enquête. Elle a entraîné un retard crucial dans la reconnaissance même du problème, les autorités s'obstinant à chercher des explications multiples plutôt que d'accepter l'hypothèse d'un prédateur unique. Ce déni a également empêché le développement de techniques d'enquête modernes, comme le profilage psychologique, jugé inutile dans un État où la criminalité était censée être une simple survivance du passé bourgeois. Chikatilo a ainsi prospéré dans l'angle mort d'un régime dont l'orgueil et l'aveuglement l'empêchèrent de voir le monstre qu'il avait engendré. Au-delà de l'idéologie, la structure même de l'appareil policier soviétique était un obstacle majeur. L'enquête a été paralysée par une bureaucratie lourde, le manque de coordination et les rivalités intestines entre les différentes juridictions de la militia et les services du KGB. Les informations cruciales se perdaient dans les méandres administratifs et un crime commis dans une région n'était que rarement mis en corrélation avec un autre, commis à quelques centaines de kilomètres de là. À cela s'ajoutait une technologie d'investigation criminelle archaïque, l'absence de bases de données centralisées et informatisées et les limites de la science forensique de l'époque, comme en témoigne l'erreur fatale sur son groupe sanguin, ont laissé les enquêteurs désarmés. Chikatilo n'était pas seulement un prédateur rusé, il était le bénéficiaire d'un système fragmenté et inefficace, incapable de suivre sa piste sanglante à travers le vaste territoire soviétique. L'analyse du docteur Alexandre Boukhanovski a fourni la clé pour comprendre la mécanique interne du monstre. Le psychiatre a brossé le portrait d'un homme dont la psyché s'était construite sur une série de traumatismes fondamentaux, la faim et l'horreur de l'Holodomor, l'humiliation constante de son enfance et surtout une impuissance sexuelle chronique qui était la source de sa plus grande honte. Boukhanovski a théorisé que les mutilations infligées aux victimes étaient profondément symboliques. En s'attaquant aux organes sexuels, il détruisait chez les autres la source de sa propre frustration. En crevant les yeux, il anéantissait le regard jugeant de la société. Chaque meurtre était une tentative désespérée de se réapproprier une virilité défaillante, une performance sadique où la douleur et la mort étaient les seuls vecteurs de son plaisir. Il ne se voyait pas comme un criminel, mais comme une bête folle, une erreur de la nature, esclave de pulsions qu'il ne pouvait contrôler. Enfin, la tragédie de Chikatilo est indissociable du contexte social de ses victimes. Il a délibérément choisi les proies les plus invisibles de la société soviétique, dans un État qui valorisait la conformité et la contribution au collectif. Les fugueurs, les orphelins, les handicapés mentaux et les prostituées étaient considérés comme des éléments marginaux, des parasites sociaux. Leur disparition n'entraînait que rarement une mobilisation rapide des autorités ou des médias. Chikatilo avait une compréhension instinctive de cette faille sociale. Il savait que ses vies avaient moins de valeur aux yeux du système et que leur absence mettrait du temps à être remarquée si elle l'était un jour. Sa cruauté s'est donc nourrie de l'indifférence de la société, exploitant la vulnérabilité non seulement physique, mais surtout sociale de ceux que le grand projet soviétique avait laissé pour compte. Le point culminant de cette chasse à l'homme ne s'est pas joué dans une course-poursuite ou une fusillade, mais dans le silence d'une salle d'interrogatoire, au cours d'une bataille des esprits. Face à un Chikatilo mutek, le docteur Alexandre Boukhanovski a déployé sa stratégie. Au lieu de l'accuser, il lui a offert une porte de sortie psychologique, une justification. Il lui a parlé non pas comme à un monstre, mais comme à une victime de la nature, un homme malade dont les pulsions étaient une anomalie biologique hors de son contrôle. Pour la première fois de sa vie, Chikatilo s'est senti compris. Cette validation inattendue a fait s'effondrer toutes ses défenses. Les larmes ont coulé sur le visage du tueur, et avec elles, un torrent de paroles. Il a commencé à avouer, méthodiquement, crime après crime, se déchargeant du poids de 56 meurtres avec un luxe de détails qui a glacé le sang des enquêteurs les plus endurcis. Une fois les vannes ouvertes, le processus judiciaire a pris une tournure encore plus surréaliste. Chikatilo a été conduit sur les lieux de ses crimes pour une série de reconstitutions filmées. Ces scènes sont d'une froideur insoutenable. On y voit cet homme d'apparence banale, entouré de policiers lourdement armés, guider les autorités à travers les forêts et les terrains vagues avec une mémoire topographique parfaite. Sans la moindre émotion, il désigne l'endroit exact où il a abordé telle victime, où il l'a tuée, où il a caché le corps, parfois à l'aide de mannequins. Il mime les gestes de la mise à mort,
expliquant sa technique macabre. Pour les policiers qui l'escortaient, c'était une épreuve psychologique terrible, un voyage au cœur des ténèbres guidé par le bourreau lui-même, transformant des paysages paisibles en monuments éternels de la souffrance. Le procès, qui s'est ouvert en 1992, fut un spectacle de chaos et de douleur à l'image des crimes commis. Pour assurer sa sécurité face à la haine des familles des victimes, Andrei Chikatilo a été placé dans une cage en fer, au centre de la salle d'audience. De là, il a offert une performance erratique et provocatrice, cherchant désespérément à se faire passer pour fou. Il criait des obscénités, se déshabillait, insultait le juge et prétendait être une femme enceinte. Son objectif était clair: échapper à la peine capitale en obtenant un diagnostic d'irresponsabilité pénale. Mais sa comédie grotesque se heurtait aux cris de douleur bien réels des parents et des proches de ses victimes, massés dans la salle, qui hurlaient leur chagrin et leur soif de vengeance. Le tribunal est devenu une arène où la folie simulée d'un homme se confrontait à la souffrance authentique d'une communauté brisée. Après des mois d'audience éprouvantes, le verdict est tombé. La Cour a déclaré Andrei Chikatilo coupable de 52 meurtres. Au prononcé du verdict, une vague de soulagement et d'émotion a traversé la salle. Des applaudissements ont éclaté, mêlés aux pleurs des familles, qui voyaient enfin la fin de leur long calvaire judiciaire. Lorsque la sentence de mort a été annoncée, Chikatilo est resté étrangement impassible, son regard vide fixant le juge. Pour les enquêteurs comme Issa Kostoev, c'était l'aboutissement d'années de travail acharné, une victoire amère au goût de cendre. Pour les familles, la justice était rendue, mais elle ne pourrait jamais effacer la perte ni combler le vide laissé par les êtres chers. La fin du procès n'était pas une célébration, mais la fermeture d'un chapitre incroyablement douloureux de leur vie. Le 14 février 1994, la saga du boucher de Rostov a trouvé sa conclusion définitive dans les sous-sols de la prison de Novotcherkassk. Après le rejet de son ultime appel à la clémence, Andrei Chikatilo a été conduit dans une salle insonorisée. Il n'y eut ni discours, ni remords de dernière minute, ni grand drame. La fin de sa vie fut aussi clinique et impersonnelle que la bureaucratie qu'il avait si bien su incarner. Conformément à la procédure d'exécution soviétique, il a été mis à genoux et abattu d'une seule balle dans la nuque. Le monstre qui avait terrorisé le sud de la Russie pendant plus d'une décennie s'est éteint dans un silence absolu. Sa mort n'a pas ramené les victimes, mais elle a mis un point final à la terreur, laissant derrière elle un traumatisme national et une leçon douloureuse sur la capacité d'un système à nier l'existence du mal, qui grandit en son propre sein. L'affaire Andrei Chikatilo transcende la simple chronique d'un tueur en série exceptionnellement prolifique. Elle agit comme une dissection brutale de la nature du mal et de la manière dont une pathologie individuelle peut être exponentiellement aggravée par les fissures d'un système social. La saga du boucher de Rostov nous force à interroger la ligne ténue qui sépare la normalité de la monstruosité, nous rappelant que le mal le plus absolu peut se dissimuler derrière le masque le plus banal, celui d'un voisin, d'un collègue, d'un père de famille. Son héritage macabre ne réside pas seulement dans le nombre effroyable de ses victimes, mais dans la façon dont son existence a contraint un empire idéologique à affronter les ténèbres qu'il prétendait avoir éradiquées, forçant ainsi la criminologie moderne à évoluer. En définitive, l'histoire de Chikatilo est un avertissement sombre et universel. Même dans les sociétés qui se proclament parfaites, les recoins les plus obscurs de l'âme humaine trouveront toujours un moyen de remonter à la surface.